Chers amis, bonjour. Ce matin, je vais vous parler du film que j'ai découvert hier soir, qui s'appelle La Pielle qui habite où, qui est passé à la télévision, sur Arte. Alors, en fait, je suis moi l'inspiratrice de ce film. Alors, quand il était sorti, rien que le titre déjà, évidemment, moi qui suis à l'origine du film Intouchable, évidemment, La Pielle qui habite où, ça m'avait interpellé, rien que le titre. Hein. Mais il se trouve que j'avais bien évidemment pressenti que j'en étais l'inspiratrice. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que j'ai écrit moi à Pedro Almodóvar il y a plusieurs années de ça. À la main d'ailleurs, j'avais écrit à la main et je ne me souviens plus si j'avais écrit en espagnol ou si j'avais écrit en français. Et il se trouve que moi j'adore l'espagnol, j'ai étudié l'espagnol et j'adore l'espagnol. Et il se trouve d'autre part que j'ai vu Talon Aiguille, mais j'ai pas vu, je crois que je n'ai vu que Talon Aiguille, malheureusement. Mais ce que j'avais vu dans Talon Aiguille, déjà, j'avais adoré. Et je m'étais dit, enfin, j'avais senti qu'il y avait quelque chose de. Comment dire? J'avais senti que je pouvais lui inspirer plein de choses. Donc voilà. Donc je me suis dit, c'est le moment que jamais, quoi. J'ai dû lui écrire. J'étais peut-être encore à Minipanville, je pense. C'est assez ancien. Ça doit bien remonter à 4-5 ans, 6 ans, peut-être. Je me souviens plus. Enfin bref. Et alors, ce film, donc, bon, alors déjà, pour commencer, on va commencer par le plus dur. Dans ce film, il y a 2 viols qui sont filmés. Enfin, un qui va pas jusqu'au bout, mais... Enfin oui, bon bref, je sais plus combien il y en a du coup, c'est pas grave. Alors à la question subsidiaire que Thomas se posait bien évidemment hier soir, c'est comment va-t-elle réagir? Parce que c'est vrai que c'est raide quand même, hein. C'est un film qui est quand même très difficile. Et mon facteur est en train de déposer le courrier. Et donc en fait, j'ai trouvé le film extrêmement dur, quand même. J'ai trouvé le film très dur quand même, je reconnais. D'ailleurs, une fois que j'ai terminé de le regarder, je devais regarder autre chose au sujet du gouvernement à la télévision. Et je dis à Thomas, je dis non attends, je dis avant de me coucher, il faut vraiment que je me fasse quelques YouTube de chansons, de choses qui me remettent dans la vie d'aujourd'hui, parce que ça m'a pas secoué, mais enfin si, ça m'a secoué un peu quand même, quoi. Mais ça m'a pas... les scènes de viol, par exemple, m'ont pas... j'ai pu les regarder sans que ça provoque la moindre émotion particulière, quoi. Donc ça, c'est important quand même pour moi. Alors pour information, il faut savoir que par rapport à ça, il m'était arrivé une fois, il y a longtemps, c'était le film Le Grand Embouteillage. C'est un cinéaste italien dont bien évidemment j'ai oublié le nom, Marco Ferreri peut-être, je sais plus. Le Grand Embouteillage. Et dans le film Le Grand Embouteillage, que j'avais trouvé vraiment super et très intéressant, il y a une scène de viol, justement. Et c'était la première fois de ma vie que je voyais un viol à la télévision. Viol en groupe, en plus, dans un camion. Et ça m'avait vraiment traumatisé, quoi. J'avais eu... de toute façon, j'y penserai ma vie entière, je crois, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça, c'est normal. Je veux dire, quand vous avez vécu, quand vous avez été victime d'un truc comme ça dans votre vie, c'est normal que que je réagisse comme ça, quoi. Mais enfin, hier soir, ça m'a pas secoué plus que ça, quoi. En fait. En fait, c'est plus l'ensemble du film qui m'a quand même bien bougé, quand même. Alors, ça m'a bougé pourquoi? Le problème, en fait, c'est que dans ce film, il y a tellement de choses que je pense que je vais oublier plein de trucs. Donc, je reviendrai ou je mettrai sous la vidéo, par écrit, je sais pas, je vais voir encore. Alors, par quoi commencer? Par quoi commencer? Alors, je sais donc ce que c'est maintenant qu'une vaginectomie. Je ne savais pas. Enfin, je sais. Je sais un peu mieux ce que c'est, on va dire. Je savais que ça existait, mais bon... Bon alors, je vais expliquer donc du coup ce que c'est. La vaginectomie, si j'ai bien compris, consiste à opérer un homme, enfin quelqu'un qui est physiquement un homme, et à lui faire un vagin. Donc c'est une opération chirurgicale. Donc évidemment ce vagin
est fait avec je sais pas quelle peau, je sais pas du tout. Peut-être qu'il y aura un spécialiste qui va nous expliquer. Alors c'est intéressant parce que justement ça touche, alors un des sujets que ça touche justement, c'est le sujet de la transsexualité et des opérations. Alors je tiens à préciser que moi, je n'ai de relation avec la transsexualité que le côté affectif et compassionnel, parce que je suis très sensible à la notion d'identité tout court, de genre, d'identité de genre et d'identité sexuelle, évidemment. Et il se trouve que, ayant une de mes filles qui est homosexuelle, je suis particulièrement sensible à ça, ce qui est tout à fait normal en tant que mère. J'ai envie que ma fille soit heureuse. Et si ma fille avait été transsexuelle, voilà. Enfin oui, évidemment, c'est un peu différent pour une fille, j'imagine. Alors c'est ça en fait le problème, que les gens refusent, quand les gens refusent l'homosexualité et l'idée de l'homosexualité. Ce qu'ils n'ont pas compris en fait, c'est que dans l'esprit de certaines personnes, ils ont le sentiment intérieurement d'être de l'autre sexe. C'est ça le problème de la transsexualité. Alors il y a un film qui avait été fait sur France 2, dont évidemment je n'ai pas noté le nom, mais je vais retrouver avec Line Renaud. Et alors il se trouve que l'actrice qui joue dans ce téléfilm, je vais retrouver, je vais le mettre sous la vidéo, c'est quelqu'un que je connais, figurez-vous. Un soir que j'étais à Saint-Lazare en attendant mon train, une pianiste est venue s'installer, parce que je suis à l'origine du fait qu'il y a un piano à Saint-Lazare, pour ceux qui ne savent pas, et dans les gares. Et alors, donc régulièrement, ça m'arrive pas souvent en ce moment, mais quand je prends le train à Saint-Lazare et que j'arrive, je descends de mon train, j'ai toujours quelqu'un qui joue, comme par hasard, super bien du piano, et de préférence mes morceaux préférés. Alors Billy Joel, etc. Donc il y a des gens quelquefois qui viennent, qui sont de passage, des Américains, des gens de n'importe où. Et évidemment, c'est des gens qui jouent, c'est carrément des concertistes, quoi. Non mais on fait pas les choses à moitié chez Fersen, attention. Donc toujours est-il que ce soir-là, figurez-vous, je m'apprêtais à passer la nuit dans Paris, sans savoir où dormir, mais c'était programmé de la part de Thomas et parfaitement consenti par moi. Je savais que la nuit serait peut-être un petit peu difficile sur le plan psychologique, et donc je traînais à côté du piano. Et il y a les petits jeunes qui viennent jouer régulièrement et que je connais, enfin que j'en connais certains. Et donc cette femme s'assoit et joue un truc. Je sais plus ce que c'était. C'était juste simplement somptueux. C'était absolument génial. Et en fait, je n'avais Dieu que pour ses mains qui couraient sur le clavier, bien évidemment. Et puis c'est au bout de, je sais pas, plusieurs minutes en fait que je regarde son visage, puis je dis mais c'est un homme. Et puis en fait c'était un transsexuel. Et alors ce que j'ai justement énormément apprécié, c'est que moi j'étais, comment dire, au moment du mariage pour tous, justement, quand il y avait eu cette histoire de gay, enfin il existait avant cette histoire de gay pride et tout. Et alors justement le problème des gay pride réside dans le fait que la transsexualité ou l'homosexualité est revendiquée de façon outrancière visuellement. D'accord ? Donc, il y a des transsexuels qui, en dehors du milieu du spectacle, évidemment, dans la vie de tous les jours, éprouvent le besoin absolu d'être, comment dire, d'avoir l'apparence d'une femme, mais à outrance, quoi. Voilà. Et évidemment, c'est un énorme problème, parce que le fait d'être outrancier physiquement dans son apparence quand on est transsexuel est perçu comme une forme de caricature. Et du coup, ça n'en fait que comment dire, que conforter les intolérants dans leur vision des choses. Et donc moi je leur avais dit il y a des années de ça, il y a longtemps, on doit pouvoir retrouver, ça doit être sur mon blog ou sur mon forum, je leur avais dit mais c'est pas ça qu'il faut faire, justement. Une femme, quand elle est femme,
Elle se met en robe éventuellement, si elle a envie, elle peut très bien avoir envie d'être hyper féminine. Mais c'est pas pour autant qu'elle va systématiquement passer 3 heures à se maquiller chaque matin et mettre des talons aiguilles, et c'est-à-dire pousser le trait de la féminisation à outrance. Eh bien, vous faites pareil. Faites pareil. Et vous passerez beaucoup moins, vous serez beaucoup moins stigmatisé. Donc c'est pour cette raison qu'on n'entend plus parler de Gay Pride, par exemple. Même si elle va exister probablement cette année, mais depuis plusieurs années, il lève la pédale très largement, au grand déplaisir évidemment des Antilles, vous pensez bien. Eh oui, eh bien c'est moi qui en suis à l'origine, et j'en suis très fière. Voilà. Donc en fait, cette femme donc m'a fait carrément un petit concert, je sais pas, pendant peut-être un quart d'heure, 20 minutes, histoire que j'ai ma piqûre de rappel, quoi. Ma piqûre de rappel. Et donc, le sourire entendu et l'émotion qu'elle mettait, surtout dans ce qu'elle jouait, en disait très long. Voilà. Et donc, en fait, je ne savais pas, mais c'est elle qui a joué dans le téléfilm avec Lynn Renaud. Voilà. Donc, je vais retrouver tout ça sur Internet et je vais mettre le lien sous la vidéo. Alors, pour revenir au film La Pielle qui habite. Alors, je vais essayer de ne rien oublier. Je vais parler déjà de l'histoire de sa fille qui a failli se faire, enfin, qui s'est fait violer, mais nous dirons que l'acte n'était pas allé jusqu'au bout. Et alors, le père, lui, est persuadé que le viol est allé jusqu'au bout, et a une relation avec la psychiatrie visiblement un peu difficile, quoi. D'autant plus que la fille finit par se défenestrer après, quoi. Donc évidemment c'est un peu normal. Et alors je parle de ça en particulier parce que c'est un gros problème dans la psychiatrie quand même. C'est que ils ont tendance à raisonner quand même beaucoup trop par l'intermédiaire de leurs médicaments. Et ça c'est un vrai problème, quoi. C'est un vrai problème. Je vois, moi, par exemple, que j'ai des passes difficiles, c'est normal, parce que j'ai une situation marginale, donc c'est normal que j'ai quelquefois des passes difficiles. Mais mes passes difficiles, ça dure jamais plus de 2 heures et c'est jamais bien grave, quoi. Je veux dire, je pleure un bon coup et puis voilà, quoi. Eh bien, j'ai vu la psychiatre, je sais pas, il y a une quinzaine de jours à peu près. Elle mourrait d'envie de m'en prescrire encore, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment affolant, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la psychiatrie, quand ils voient quelqu'un éclater en sanglots, le premier réflexe qu'ils ont, c'est de donner un médicament pour pas qu'on pleure. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore assimilé que le fait de pleurer, c'était une défense naturelle du psychisme et que c'était normal et très sain. D'ailleurs, la preuve, c'est que quand vous pleurez, si vous n'allez pas bien et que vous pleurez un bon coup, après vous êtes extrêmement fatigué et vous dormez très bien. Donc c'est bien la preuve que c'est très bon pour la santé. Je ne veux pas dire par là qu'il faut pleurer, mais quand quelqu'un pleure, on se soucie de la cause, hein, d'accord? Et on laisse les gens pleurer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et la colère, c'est pareil. Bon, évidemment, quand ça prend des proportions démesurées, c'est autre chose. Quand on présente sous des accès de colère, on est susceptible de représenter un danger pour soi ou pour les autres. Évidemment qu'il faut faire quelque chose. On est bien d'accord. Bon, quand vous êtes interné en hôpital psychiatrique et que vous voyez autour de la table quelqu'un, par exemple, qui se met à rigoler, à faire le clown, le seul discours qu'on devrait entendre, c'est « Écoute, si tu aimes bien te donner en spectacle, si tu veux, on va organiser quelque chose, et puis tu vas faire un petit sketch, et puis à l'heure du goûter, par exemple, et ben, on va regarder ce que ça donne, et puis on va essayer d'organiser. » C'est ça qu'il faut tenir comme discours. Mais là, non, on lui dit « Attention, tu ris un peu trop fort, on va te donner quelque chose pour que tu ris moins. » Non mais attendez, on va où là? On va où? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je le sais, je l'ai vu, hein, je l'ai vécu moi. Au moment où moi j'étais interné les années passées, je l'ai vécu, ça, je l'ai vu de mes propres yeux. Je peux même citer les noms, si vous voulez, dans la région. Hein. Alors faut arrêter, quoi. Je sais comment ils fonctionnent, quoi. Alors je veux pas dire par là qu'ils sont mal intentionnés, mais je pense que je ne veux pas dire par là que la molécule chimique soit systématiquement à condamner ou. C'est pas du tout ce que je veux dire. Mais je pense que les psychiatres
y ont trop recours. Voilà. Alors là, évidemment, dans le film hier, il se trouve que donc elle souffrait d'une phobie sociale, si j'ai bien compris, si j'ai bien retenu. Elle était suivie en psychiatrie, elle était internée, elle était retournée chez le père. Et donc les psychiatres considéraient que, surveillée par le père, elle n'était pas c'était au père de surveiller ce qui se passait, etc. Le problème, c'est qu'elle était chargée, comme on dit vulgairement, et donc le problème, c'est que elle se promenait donc après la soirée dans un jardin avec quelqu'un qui lui avait tapé dans l'œil, et sous l'effet des médicaments, en fait, elle était, comment dire, elle avait un comportement à l'autre qui était complètement perturbé par rapport à sa pudeur. Donc version, fais ce que tu veux, etc. Et il semblait que, dans le film en tout cas, il semblait que les médicaments soient la cause d'un tel comportement. Voilà. Alors on sait qu'il existe effectivement certains médicaments, pour information, qui ont le pouvoir justement de modifier complètement ce genre de choses. Il existe une pilule, enfin je sais plus comment ça s'appelle, une pilule du viol d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui se retrouvent violées parce que dans une soirée, on leur a collé un truc dans leur verre et elles se retrouvent le lendemain matin à poil dans une forêt. Elles savent absolument pas ce qui leur est arrivé parce que le médicament a fait son effet, quoi. Donc ça existe, hein, on le sait ça. Alors, évidemment, je ne vais pas me permettre de porter un jugement sur le traitement d'un tel cas, parce que c'est un cas isolé, c'est un film, etc., etc. Il n'empêche que moi, je connais quelqu'un là dans mon entourage, hein, qui allait très mal, qui était suivi depuis très longtemps en psychiatrie, et qui était, comment dire, qui était très très médicalisé, et puis il s'est étouffé avec un morceau de pain. Il s'est étouffé avec un morceau de pain. Et il s'est étouffé un morceau de pain pour quelle raison? Parce qu'en fait, il était tellement chargé, tout simplement, que ses réflexes de déglutition étaient modifiés. C'est-à-dire que ça, les psychiatres, ils le savent absolument pas. Moi, quand j'étais sous neuroleptique à très forte dose, eh bien, quand je suis rentrée chez moi, j'étais tellement chargée, j'étais tellement un légume, que je n'arrivais pas, parce que je suis incapable de prendre ma douche debout, enfin de prendre ma douche debout, de me laver, enfin si maintenant j'y arrive, non, je fais toujours la tête en avant, enfin bref, je fais mon shampoing avant ma douche, la tête penchée en avant. Eh bien, j'étais incapable de me plier en deux en avant pour faire mon shampoing. Je mettais 3-4 fois plus de temps à le faire, tellement les médicaments modifiaient comment dire, sur le plan physiologique, les muscles les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire que les médicaments que les psychiatres prescrivent ont des conséquences sur l'organisme qui sont complètement, pas mal méconnues, je pense, et complètement sous-estimées. Ça, c'est une certitude. Voilà. Alors, je ne sais pas comment se positionne la psychiatrie française par rapport à la psychiatrie espagnole. Ça, je n'ai aucun moyen de le savoir. Voilà, alors ça, c'est une chose. Mais bon, je n'ai pas plus de compétences que ça. Moi, la seule compétence que j'ai en psychiatrie, c'est en tant que patiente jusqu'alors, je tiens à le rappeler. Donc, je n'ai pas à en dire plus que ça. Je ne fais que commenter un film. Bon, ensuite, dans ce film, évidemment, il y a le problème de la... Bon, Antonio Banderas, de toute façon, c'est quelqu'un qui n'a rigoureusement aucune déontologie et aucune morale par rapport à ses patients dans le film. Mais justement, c'est intéressant pour une autre raison aussi. Mais en dehors de ça, ce qui est intéressant, c'est de voir comment il se comporte par rapport à ce garçon dont il est absolument persuadé qu'il a violé sa fille. Alors, il le chope, il le fait capturer, et puis il l'utilise comme cobaye, quoi, pour ses petites expériences. Voilà, donc il est chirurgien plastique, et alors il fait tout un tas d'opérations, et de façon progressive, il le transforme en fille. Voilà. Donc je vous raconte pas les délires que ça... Enfin, les délires. C'est juste monstrueux, quoi. Donc évidemment, c'est vrai que ça m'a bougé un peu quand même comme film, je reconnais. Mais je pense que toute personne, un tant soit peu
intelligente ne peut être que bougée par ce type de film, parce que franchement, il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère, Almodovar. Il a pris la louche là, carrément. Bon alors, en fait, le plus important quand même, hein, qui est à noter, c'est que ce film-là est une fiction qui extrapole ce que peut donner l'argent et le pouvoir dans un état anormalement permissif. Voilà. C'est-à-dire que Pedro Almodovar, Antonio Banderas est chirurgien plastique. Et puis, étant donné évidemment qu'il est chirurgien plastique, il est plein aux as. Et comme il est plein aux as, il a carrément acheté un domaine, un château, etc., etc. Et puis à l'intérieur de son domaine, eh bien, il joue au docteur, quoi. Enfin, il joue au docteur. Il joue pas au docteur dans le sens... il fait ses expériences, quoi. Et c'est juste absolument terrifiant. Voilà. Donc, comme il est persuadé que ce jeune homme a violé sa fille, eh bien, il le fait enlever. Il l'enchaîne, alors, comme dans les oubliettes au Moyen-Âge, quoi. Il l'enchaîne avec une cuvette d'eau, simplement. Il le laisse mourir de faim pendant, je sais pas, plusieurs semaines, je pense. Donc c'est juste absolument terrifiant, quoi. C'est de la torture à l'état pur. Alors c'est intéressant parce que justement, ça permet de réfléchir aussi sur ce que peut ressentir un père quand sa fille se fait violer, par exemple. Dans les faits divers, hein, je veux dire, vous ouvrez le journal, il y a des filles qui se font violer. Voilà, qu'est-ce que ça devient? Est-ce que la fille a porté plainte? Est-ce que si elle porte plainte, comment ça se passe? La justice, etc., etc. On en arrive donc notamment dans ce cas précis, ensuite au comité d'éthique, bien évidemment. Qu'est-ce que la chirurgie esthétique autorise ou n'autorise pas? Qu'est-ce que l'éthique autorise ou pas dans le domaine de la chirurgie esthétique? Pourquoi elle l'autorise? Pourquoi elle ne l'autorise pas? Il faut savoir par exemple que quand un homme souhaite devenir une femme, je sais que ça ne se passe pas comme ça. Je veux dire, Dieu merci. Il y a des, comment dire, il y a des psychiatres, ils sont vus par des psychiatres et tout, il y a des commissions qui se réunissent et tout pour juger du bien fondé ou pas de la démarche, et voilà quoi. Donc c'est bien, c'est bien. Mais ce film est vraiment, comment dire, j'ai trouvé ça super en fait, parce qu'il y a énormément de choses. Je pense qu'il y a énormément de choses que je n'ai pas vues aussi encore. Il faudrait que je le revoie, je pense. Je pense que je retrouverai d'autres choses. Alors j'ai trouvé très intéressant notamment son demi-frère qui est déguisé en jaguar et qui est un monstre, enfin un jaguar en panthère, je sais pas, et qui est le monstre absolu, quoi. Et qui est le monstre absolu et qui n'est que un animal en fait. C'est-à-dire qu'il est son costume en fait. Il est son costume et donc il viole la nana et il le tue. Voilà. Il y a beaucoup de sang hein, quand même. Il y a beaucoup de sang, beaucoup de... Enfin voilà, il y a peut-être d'autres choses qui me viendront, mais... En fait, c'est terrible parce que quand on y réfléchit bien, ça va extrêmement loin, ce film. Parce que justement, c'est un excellent moyen de montrer à quel point il est absolument fondamental dans un pays d'avoir un comité d'éthique pour réguler tout un tas de choses. C'est vraiment fondamental, quoi. Parce qu'aujourd'hui, dans un pays, dans une dictature, par exemple, on sait très bien qu'il se passe certaines choses qui sont absolument effroyables. De là à penser qu'il existe des espèces de cinglés dans des châteaux comme ça, qui ont leur laboratoire et qui font leur... c'est extrêmement inquiétant quand même. Et il est probable que ça existe, hein, malheureusement, justement. Pas à ce point-là, j'ose espérer, mais quand même. Alors je tiens donc à rappeler que en France, quand ce type d'opération de changer de sexe se fait, ça ne se fait pas comme ça.
il existe des lois, il existe des commissions, et que c'est extrêmement encadré. Voilà. Alors pendant que j'y suis, je vais parler de la transsexualité, justement, je vais en reparler. Parce que nous savons tous, n'est-ce pas, que ces derniers temps, il y a eu le concours européen de l'Eurovision, que je ne me suis pas privée de bien enguirlander les années passées. Parce que moi je le vois pas du tout de cette façon-là, mais bon. Alors j'ai pas eu le temps du tout d'aller me pencher, hein. Mais bon, il se trouve donc que le gagnant est un transsexuel. Ce qui emmerde bien toute l'extrême droite un peu partout dans le monde. Alors pour information, alors justement dans le téléfilm dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a une réflexion extrêmement intelligente, où il parle justement, et où il dit vous ne savez pas ce que c'est que de devoir chaque matin passer plusieurs heures à cacher ce que l'on est physiquement et qu'on n'est absolument pas mentalement ou affectivement. C'est-à-dire que eux, ce qu'ils ressentent au plus profond d'eux-mêmes, c'est qu'ils sont, intérieurement, ils sont des femmes. Quand ils se regardent, c'est pas leur corps. Ils ont un pénis, des testicules, et ça n'a rien à faire là. Eux, ils sont une femme dans leur tête. Donc évidemment, c'est un vrai problème, quoi. Je veux dire, à la base, ce sont des gens qui souffrent. Et ils demandent simplement à ce qu'on les aide à moins souffrir. Mais sinon, ils font pipi et caca comme tout le monde. Enfin, pipi, c'est problématique, je suppose. Je sais pas comment ils font. Mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que ils ont des goûts, ils aiment rire, ils aiment... L'identité sexuelle d'un individu n'est pas... L'identité sexuelle n'est pas la seule chose qui importe dans un individu. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est pour ça que je ne comprends pas. De toute façon, les troubles de l'identité sexuelle, ils ont toujours existé. D'accord ? Et aujourd'hui, quand je vois l'extrême droite qui se bagarre contre le mariage pour tous, qui se bagarre pour... Là, il y a le gouvernement qui travaille sur la famille, par exemple, l'évolution de la famille, et le fait de voir que... Enfin, de toute façon, il y a même l'UMP, en règle générale, j'ai entendu ce matin à la radio, décider les ultras de les laisser se démerder tout seuls, quoi. Et ils ont raison, parce que c'est complètement stupide, quoi, parce que les lois qui sont proposées pour l'évolution de la famille, elles sont absolument indispensables, et tout le monde est d'accord là-dessus. Je veux dire, les gens qui souffrent d'un trouble d'identité sexuelle, ce sont des gens qui ont besoin d'être aidés. Il existe des choses que vous ne soupçonnez pas. Il existe des gens, par exemple, qui naissent avec des testicules et un pénis, et qui ont à l'intérieur de leur ventre aussi un vagin et des ovaires. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois hommes et femmes. Ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne pense. Ce sont des gens qui, je suppose, doivent avoir énormément de mal à le vivre. Quand quelqu'un est homosexuel, il réalise quand il est enfant, en général quand il est enfant, il commence à s'en apercevoir. Moi, ma fille, elle a commencé à s'en apercevoir, je pense plutôt à l'adolescence. Mais à partir du moment où elle se sentait attirée par quelqu'un du même sexe qu'elle, elle l'a pas fait pour m'ennuyer ou pour nuire. Les homosexuels, ils ne cherchent pas à nuire à qui que ce soit autour d'eux. Il se trouve que leur attirance sexuelle est vers les gens du même sexe qu'eux. Mais ils ne cherchent pas à faire du mal à qui que ce soit. Ensuite, ils choisissent de l'assumer ou de ne pas l'assumer selon leur force de caractère. C'est un autre problème. Il faut simplement savoir que si on les empêche de l'assumer, ou si on crée autour d'eux un contexte qui les brime, ils n'en sont que plus malheureux. Et tout ce que vous risquez, en fait, c'est de les voir s'écarter de vous. Ça, c'est une certitude. Donc de savoir qu'aujourd'hui, il existe encore tellement de pays où l'homosexualité soit considérée comme une maladie. Je lisais encore sur mon mur Facebook il y a quelques jours, c'est Thomas qui m'avait mis un article, il existe encore des pays aujourd'hui
où on considère que l'homosexualité est une maladie, et où les psychiatres, donc les psychiatres, complices du pouvoir, essaient de soigner l'homosexualité. Mais l'homosexualité n'est pas une maladie, et n'a jamais été une maladie. C'est terrible hein, d'en être encore là. Bon, pour la Pielle qui habite au, s'il y a autre chose, je le mettrai sous la vidéo.